Je vous remercie beaucoup de me donner la parole, de m'accueillir ici. Oui, de manière un tout petit peu simplificatrice, j'ai eu tendance à conclure mon travail sur l'amnistie en disant qu'on assistait à quelque chose de l'ordre de l'épuisement de l'amnistie en France. Ça rencontre cette idée d'illégitimité, hein, mais qui n'a sans doute pas toujours été présente dans le débat public en France. Je vais me centrer sur le débat français, évidemment, tout en sachant que la France n'est pas une île, enfin bon, mais qu'une grande partie des débats qui la concernent s'inscrivent dans des débats beaucoup plus larges, et plus on avance dans le temps, évidemment, plus cette interaction entre l'international et le national est importante. Vous savez que la France est entrée en campagne électorale. Ça, oui. Bon, c'était pour chercher une ouverture, comme ça, pour commencer. Et bonne nouvelle. La campagne commence à peine. Enfin, non. Enfin, vous m'avez accordé une demi-heure, donc je passe tout de suite. Hein. Mais je voulais simplement dire que je me souviens de la précédente campagne électorale. Et lors de la précédente campagne électorale, et la précédente encore, il avait été question d'amnistie. Alors je ne sais pas s'il sera question d'amnistie cette fois-ci, mais ce n'est pas impossible. Et en 2012, par exemple, les différents candidats se sont employés à dénoncer l'horreur de l'amnistie, et ils ont rivalisé de promesses pour en finir avec la pratique centenaire en France de ce qu'on appelle l'amnistie présidentielle, qui était qualifiée, un peu contre les enseignements de l'histoire, on verra, de tradition monarchique, de largesse relevant du fait du prince. J'ai mis des guillemets à ces deux formules, qui étaient les formules du candidat qui allait devenir président. Donc l'amnistie en France, aujourd'hui, comme dans beaucoup d'endroits dans le monde, vous l'avez rappelé, est absolument illégitime. Pourtant, la France a pratiqué l'amnistie avec, on va dire, une constance étonnante. À l'origine, dans sa fonction la plus noble, elle avait pour vertu, vous l'avez rappelé aussi, de solder le conflit civil. Et si j'utilisais les grandes formules qui ont été rituellement utilisées en France pour parler d'amnistie, de jeter le voile de l'oubli ou de poser la pierre tumulaire de l'oubli, c'est la formule de Gambetta au moment de la Commune, sur les affrontements pour que la vie commune puisse reprendre. Donc de ressouder la nation au-delà des victimes, des violences de la guerre civile. On pouvait sans doute plus noblement encore penser que ce qui faisait la grandeur de l'homme, c'était justement sa capacité à interrompre le cycle des violences, les cycles de la vengeance. Et j'ai Victor Hugo en tête quand je formule cette proposition. Donc en entrant dans des logiques de pardon, d'une certaine façon. Et donc, ce que je disais en commençant, c'est qu'on a assisté en un siècle, un peu plus, à un renversement de point de vue. Et je vous propose une rapide traversée de l'histoire de l'amnistie en France pour essayer d'éclairer ce renversement. L'amnistie est apparue en France dans sa forme... je vais mettre aussi des guillemets modernes, enfin en tout cas dans la forme que nous lui connaissons, et ça ne vous surprendra pas, au moment de la Révolution française. Il s'agissait, dans la logique de l'établissement d'un nouveau régime, à pouvoir partager, reposant sur la souveraineté nationale, de transférer la clémence du roi au peuple à travers la représentation nationale. C'est le code pénal de 1791 en France qui fait disparaître le droit de grâce, et à la même époque, en même temps, l'Assemblée législative consacre son droit d'amnistie par la première grande loi d'amnistie, qui est la loi du 14 septembre 1791. Elle s'intitule, l'intitulé exact de cette loi, c'est « Une amnistie générale pour tous les faits relatifs à la Révolution ». Et ensuite, il y aura un grand nombre d'amnisties qui seront prises dans les années qui suivent. Donc la grâce disparaît momentanément, mais elle va réapparaître assez vite dans l'arsenal français. Elle réapparaît, la grâce, sous le consulat, et depuis, dans
dans le droit français, dans l'arsenal juridique français, les deux outils cohabitent selon des logiques différentes et théoriquement pour régler des questions différentes, mais je pense que vous avez sans doute évoqué la chose hier. Théoriquement, l'amnistie est collective et porte sur des faits et non des crimes, et donc les hommes. Elle a pour principal effet d'effacer la peine et de rétablir les bénéficiaires dans leurs droits civiques. La grâce, de son côté, donc, est individuelle. Elle réduit ou annule la peine, qui reste inscrite au casier judiciaire, enfin depuis qu'il existe. Donc, partant de là, la France a été une grande consommatrice d'amnistie, ce qu'on explique d'ailleurs généralement par la récurrence du conflit civil. Alors, je balaye très rapidement le temps pour poser les repères principaux. Quand est-ce qu'il y a eu amnistie? Les principales amnisties, les plus grandes amnisties. Amnistie a été accordée en 1816 pour mettre un terme à l'épuration consécutive à la Restauration en France, après l'épisode napoléonien. En 1830, au lendemain de la Révolution qui a conduit Louis-Philippe sur le trône. En 1859, pour permettre aux républicains qui s'étaient opposés au coup d'État du 2 décembre de Napoléon III de rentrer en France, enfin de Louis-Napoléon Bonaparte à l'époque. Plusieurs lois d'amnistie, 2 lois d'amnistie principalement, ont été adoptées au lendemain de la Commune de Paris en 1879 et en 1880. Une autre a été adoptée au lendemain du boulangisme en 1895, après l'affaire Dreyfus en 1900, ou pour mettre un terme à l'affaire Dreyfus en 1900, une autre en 1905 pour régler la question des Déroulèdes. Je peux continuer mon énumération parce que c'est important. Plusieurs textes d'amnistie concernent les faits de collaboration et, on va dire les faits de collaboration, c'est leur intitulé, hein, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Alors il y a toute une série de lois en 1947, 49, 51, 53, et puis les lois suivantes compléteront le dispositif. Et puis le dernier grand moment d'amnistie des crises civiles, excusez-moi, c'est au lendemain de la guerre d'Algérie, toute une série de textes amnistiants, qui ne sont d'ailleurs pas toujours des lois, ce qui en droit français pose problème, sont adoptés entre 1962 et 1982 pour donner la fourchette de l'ensemble de ces textes. Mais parallèlement, l'usage de l'amnistie a tendu à se généraliser et à concerner des situations politiques et sociales qui ne relevaient pas, au sens strict, je vous demande une minute, des situations qui ne relevaient pas de la crise civile. Dans les années 1900, à l'âge des grandes grèves qui ont précédé la Première Guerre mondiale, les gouvernements tentent de dédramatiser le conflit social en faisant un usage systématique à l'amnistie. Entre les deux guerres, les amnisties du Front populaire, par exemple, prennent en compte à la fois les faits de grève et ce qu'on appelle à l'époque la lutte antifasciste. Selon un schéma voisin, une amnistie est accordée en 1968 pour les faits de grève, enfin tout ce qui concerne donc la lutte du monde du travail et du monde étudiant. Plus récemment, en France, l'amnistie a concerné l'activité des mouvements indépendantistes en métropole ou outre-mer. Alors je pourrais énumérer un certain nombre de textes qui ont été adoptés pour régler la question corse, aux Antilles, en Guyane, en Nouvelle-Calédonie. Et puis la dernière grande série de dispositions a concerné les scandales politico-financiers, c'est-à-dire la question du financement des partis politiques, avec toute une série de dispositions complémentaires ou redondantes d'ailleurs, dans les années, fin des années 80 jusqu'au début des années 2000. Cette récurrence de l'amnistie, son élargissement rapide à des infractions ne relevant pas du conflit civique, a sans doute contribué à l'usure d'une mesure qui a perdu de sa force symbolique. Avant même la Première Guerre mondiale, nombre d'observateurs se plaignent de ce qu'ils appellent un énervement de l'amnistie et lancent des appels à ce qu'elle soit réservée aux grandes causes. C'est néanmoins, paradoxalement, à cette époque qu'apparaît en France cette amnistie présidentielle dont je parlais en introduction, une amnistie au champ très large qui couvre pas seulement les infractions qui peuvent relever de ce qu'on appelle le conflit civil, mais des infractions beaucoup plus ordinaires.
Et cette amnistie présidentielle, la première à être adoptée selon ce terme, est celle qui accompagne l'élection du président Félix Faure en 1895. Et puis ensuite, de façon presque systématique, l'amnistie accompagne l'élection présidentielle dans l'entre-deux-guerres, à partir de l'entre-deux-guerres. Donc voilà pour le panorama. Essayons de mettre tout ça un tout petit peu en perspective. Au XIXe siècle, qu'il s'agisse du premier XIXe siècle ou de la fin de siècle républicaine, l'amnistie apparaît, ou m'est apparue à moi, qui ai étudié cette histoire, elle est apparue comme une mesure optimiste, toujours présentée comme un moment de retrouvailles, de sortie de conflits, d'inauguration de temps nouveaux, de concorde, qui permettra d'avancer, de construire, de progresser dans une logique positive, pour ne pas dire positiviste. On pourrait dire plus simplement que l'amnistie est une institution très révélatrice du projet libéral, celui qui consiste à chercher à dépasser les conflits, qu'ils soient sociaux ou civils, pour souder la communauté. On pourrait considérer qu'à cette époque, à l'oubli décrété, c'est-à-dire celui qui est décidé et validé par les institutions politiques, correspond à un oubli qui est un oubli accepté par la société, parce qu'on est dans une logique de projection dans l'avenir. L'avenir paraît plus prometteur que le passé. Bon, sans que tout ça soit parfaitement conscient, mais c'est un peu l'impression qu'on a en lisant les débats. On pourrait expliquer que les plus grandes amnisties françaises, dans la liste que je vous ai proposée tout à l'heure, correspondent toutes à des moments qui sont des moments charnières, des moments tournants de l'histoire de France. L'amnistie de 1879-1880, l'amnistie de la Commune, correspond au moment de la fondation de la République. Celle de 1900, celle de l'affaire Dreyfus, elle correspond au redémarrage économique et à l'entrée dans ce qu'on appellera plus tard la Belle Époque. Celle de la collaboration, en 1951-53, elle correspond à la fin de la reconstruction et au début de ce qu'on appellera plus tard encore les 30 Glorieuses. Et puis l'amnistie de la guerre d'Algérie, elle correspond finalement à la fin de l'ère coloniale, au rebond des 30 Glorieuses, ce qui fait entrer la France dans une seconde modernité. Quand les juristes et les orateurs républicains, à la fin du siècle, du XIXe, cherchent à mettre en perspective historique l'amnistie sur le plan juridique, sur le plan politique, ils font toujours référence aux deux mêmes amnisties passées. Toujours les deux mêmes références. La première référence, c'est évidemment la référence à l'amnistie athénienne de 403. L'amnistie moderne serait la fille de ce qui est défini comme la première amnistie de l'histoire, que l'on attribue à Thrasybule, le pacificateur de la cité, après la dictature des 30 tyrans, à la fin de la guerre du Péloponnèse. Alors, cette référence est évidemment pas surprenante, compte tenu de ce que représente le modèle athénien chez les démocrates, ou pour les démocrates du XIXe siècle. Selon leur lecture, les Athéniens ont été capables, au moment de l'établissement, du rétablissement de la démocratie, de suffisamment de mansuétude, de sagesse, de raison pour permettre à ceux qui s'étaient compromis avec les tyrans de rester dans la cité ou d'y revenir. La seconde référence est la référence à la législation de tolérance de la période de la guerre de religion ou des guerres de religion, et en particulier à l'édit de Nantes, qui revient de façon rituelle dans les débats politiques, l'édit de Nantes de 1598. Et en particulier, les orateurs et les juristes insistent sur l'appel au silence, l'édit de Nantes expliquant qu'il ne faut pas renouveler la mémoire des faits et se contenter de vivre paisiblement ensemble comme frères. Enfin, je ne le cite pas exactement, mais c'est l'esprit. D'ailleurs, ce silence, cet appel au silence était présent dans l'amnistie de 403. Quand il réclame l'amnistie de l'affaire Dreyfus contre une partie des Dreyfusards en 1899, l'historien Lavis, Ernest Lavis, ne manque pas de justifier l'amnistie dans la tradition des Lumières, au nom de la tolérance, et on peut considérer que son argumentation va de soi
à l'époque, qui est celle de la construction des identités nationales. Si vous me permettez de le citer, voilà ce qu'il explique, Ernest Laviste, en 1899. Donc je le cite, « Jadis, dans la fureur des guerres de religion, le chancelier Michel de l'Hôpital, s'interposant entre les combattants, les adjurait de se souvenir qu'ils étaient français. Ôtons, disait-il, ces mots diaboliques de huguenots et de papistes. Les mots Dreyfusard et anti-Dreyfusard sont plus diaboliques encore. Ôtez-les, continuez à plaider en liberté devant le pays vos causes politiques adverses qui dépassent le procès et lui survivent, mais patriotes, offrez à la patrie le sacrifice de vos haines. » Donc c'était le 1er octobre 1899. Donc partant de là, pour ces républicains, l'amnistie est une mesure qui est une mesure de raison, qui est prise au nom de l'intérêt général pour reconstituer l'unité nationale. Elle n'est sans doute qu'un désarmement momentané, et l'oubli n'empêchera jamais, comme le disait Zola, de manière polémique d'ailleurs, en tirant les leçons de cette même affaire Dreyfus, vous aurez beau enterrer la vérité, elle chemine sous terre, elle repoussera un jour de partout, elle éclatera en végétation vengeresse. L'histoire de la République a montré que cela relevait de l'illusion de penser que le régime était un régime supérieur, capable de passer du temps des armes au temps du verbe et de faire taire durablement la querelle. Mais on est au XIXe siècle, c'est-à-dire un siècle où la France est dans le sillage de la Révolution française, préoccupée de garantir l'unité dans une logique qui est une logique nationale et qui est tentée par la guerre civile et qui veut en finir avec la Révolution, avec la guerre civile. Et dans cette perspective-là, la cité, enfin la République, a mis en place toute une série de rituels, de fêtes civiques, d'institutions régulatrices, de mécanismes pour détourner la violence interne vers l'extérieur. Et l'amnistie participe de ces institutions, sans aucun doute. Comme chez les Grecs anciens, le polémos, la guerre extérieure, est sans doute exalté, y compris en France la guerre coloniale, contre la guerre civile, la stasis des Athéniens. Donc, chez les modernes, ça donne donc le nationalisme contre les divisions religieuses, sociales, idéologiques. Alors, il faut évidemment se méfier des discours et des représentations simplificatrices. Dans les faits, l'amnistie est toujours un arrangement politique, et derrière la noblesse de la réconciliation, il y a toujours des calculs, et des calculs parfois très étroits. Alors, si j'essaye de résumer un tout petit peu le propos, l'amnistie... il n'y a jamais d'amnistie totale, réelle, comme on dit, ou plénière. Les campagnes d'amnistie qui précèdent les lois portent toutes sur les largeurs de cette amnistie ou de l'amnistie qu'il faut accorder. Même si il est possible de compléter une amnistie par une amnistie qui élargira le bénéfice. Mais en réalité, l'amnistie est toujours le résultat d'une transaction, d'une négociation, de calculs qui sont éminemment politiques dans le contexte d'élections, quand il s'agit de ressouder une majorité pour adopter des textes majeurs, comme en 1879-1880, quand il faut souder les républicains pour fonder la République, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand il faut souder le camp républicain anticommuniste au début de la guerre froide, par exemple. Et une transaction qui débouche toujours dans la phase législative, sur un bras de fer entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, qui débouche d'un point de vue des dispositions juridiques qui sont adoptées sur, la plupart du temps, contre l'esprit même de l'amnistie qui devrait être adoptée par le pouvoir législatif, c'est-à-dire par la représentation souveraine, eh bien, l'amnistie est très souvent adoptée selon les termes du pouvoir exécutif. En France, la disposition qui témoigne de ce triomphe, c'est cette disposition qu'on appelle la grâce amnistiante, c'est-à-dire que pour bénéficier de l'amnistie, eh bien, il faut être bénéficiaire d'un décret de grâce.
Bon, après tout, les historiens de la Grèce ancienne ont montré que déjà, en 403, l'amnistie n'était pas totale. La clémence avait été accordée au plus grand nombre, mais elle avait été négociée par les oligarques et elle excluait un certain nombre de ceux qui avaient été les plus compromis. Alors peut-être est-ce qu'il est intéressant de s'arrêter une minute sur ce que disent les historiens de la Grèce ancienne de cette amnistie de 403, parce que ça éclaire un tout petit peu notre amnistie contemporaine. Ils discutent beaucoup de son sens aujourd'hui. Nicole Laureau a expliqué dans La Cité divisée que l'amnistie constituait le refoulement de la stasis, donc de la guerre civile, qui était la pire des choses pour les Grecs, qui était pourtant cette stasis au cœur de la vie de la cité, qui était, selon elle, un espace beaucoup moins pacifié, irénique, on l'a souvent décrit. Elle a voulu remettre de la conflictualité dans la cité en faisant son analyse. L'oubli, l'amnistie, c'est l'oubli de la division, c'est donc détourner son regard d'un présent difficile, dit-elle, pour se tourner vers un passé mythique, celui d'une unité fraternelle, au sens de ce qu'on va appeler l'autochtonie des Grecs, c'est-à-dire la fraternité des autochtones. Donc c'est l'idée de refoulement. Dans un essai récent, Vincent Azoulay, qui est aussi un helléniste, explique que Nicole Laureau se trompe en expliquant que les démocrates victorieux préfèrent interrompre le cycle de la vengeance en éloignant le spectre de la stasis, en refoulant la violence politique et le conflit, pour réaffirmer cette unité essentielle de la cité. Il n'est pas d'accord avec cette idée de refoulement, donc, parce qu'il pense justement que la conflictualité est une réalité de la cité grecque, mais que les Grecs, les Athéniens en particulier, sont tout à fait conscients de son caractère indépassable. D'ailleurs, l'amnistie ne s'adresse pas à tous, il y a des exclus, il y a une part d'ostracisme, je le disais il y a un instant. Il n'y a pas de possibilité de se retrouver sans mettre à l'écart les éléments considérés comme nuisibles qui pourront rapidement être à l'origine de nouveaux accros. Il ne s'agit pas d'écarter pour Azoulay le spectre de la guerre civile, la stasis, en le refoulant, en faisant référence à une unité mythique, je disais tout à l'heure. Il s'agit de reprendre la vie commune dans une logique de transaction. Pour lui, l'amnistie, qui est donc partielle, est donc un constat d'échec, la reconnaissance de l'impossibilité de ce qu'il appelle, de retisser le manteau, dit-il, parce qu'il y a une part d'irréconciliable. Puisqu'on ne peut pas se réconcilier absolument, faisons comme si l'affrontement n'était pas si grave, enfin si on peut dire, pour reprendre la vie commune, sans pouvoir s'accorder sur l'essentiel, mais en tâchant de partager un minimum de vie sociale communautaire. Alors, quoi qu'il en soit, l'amnistie est aujourd'hui, en France, dans le contexte que vous avez rappelé tout à l'heure, est assimilée à l'amnésie, avec tout ce que le terme contient de charges négatives. Ce que j'appellerais donc l'épuisement de l'amnistie a une histoire qui ne se limite sans doute pas en France au choc des violences du XXe siècle, que vous avez certainement évoqué hier, et en particulier à l'entrée dans l'ère de l'imprescriptible. Alors je ferai simplement quelques remarques pour montrer ce que j'entends par épuisement de l'amnistie et ce que pourrait être une chronologie de cet épuisement. Alors on pourrait d'abord sans doute évoquer un progrès du consensus en France autour de la République avec, au fil du temps, depuis le XIXe siècle, mais l'histoire n'est pas terminée, une baisse d'intensité du conflit civil. Mais, deuxième remarque, j'aurais plutôt envie de parler de la systématisation du recours à l'amnistie à la fin du XIXe siècle et entre les deux guerres pour régler la question sociale et puis des infractions de droit commun beaucoup plus ordinaires. Et j'ai évoqué tout à l'heure la ritualisation de l'amnistie avec l'amnistie présidentielle. Donc on pourrait parler d'une sorte de vulgarisation de l'amnistie, et comme je le disais tout à l'heure, ça a contribué à l'épuisement de la mesure.
Et puis, les dernières amnisties sur le financement des partis politiques a sans doute contribué dans une période qui est celle d'une période de rupture entre le monde politique et la société, à nourrir donc la crise du politique. On a parlé d'auto-amnistie dans les dernières décennies. Mais troisième remarque, cet épuisement peut s'expliquer sans doute aussi par le basculement politique de l'amnistie qui a longtemps été en France une mesure de gauche. À ce titre, l'amnistie de l'affaire Dreyfus a été la première à être contestée par la gauche, même si Clemenceau et Jaurès ont fini par s'y rallier, mais enfin dans des circonstances politiques très particulières. Dans les années qui suivent l'amnistie de l'affaire Dreyfus, donc après 1900, la gauche continue à faire campagne pour l'amnistie, mais ces demandes, qui sont des demandes pour les ouvriers en grève, pour les militants antimilitaristes, à la veille de la Première Guerre mondiale et après, pour les insoumis, pour les mutinés, ces amnisties ne débouchent, enfin ces demandes d'amnistie ne débouchent que sur une clémence qu'on va dire tardive, comptée, alors que parallèlement, par la suite, de grandes amnisties sont accordées à Vichy, pour les partisans de l'Algérie française, donc à des adversaires de la République. Alors, cette évolution, elle tient très largement au fait que la République installée, dont le centre de gravité a doucement glissé à gauche, a surtout dû batailler à un moment donné contre les adversaires, qui étaient les adversaires, on va dire, de droite, pour simplifier. Mais l'idée d'une raison d'État supérieure, qui ménagerait les forces réactionnaires les plus hostiles aux droits de l'homme, paraît désormais, après l'affaire Dreyfus, scandaleuse à une partie de l'opinion. L'amnistie de l'affaire Dreyfus m'apparaît donc comme un moment décisif, un moment d'une faille. La défense des droits de l'homme est replacée au cœur du débat. Elle devient un critère déterminant. Quatrième remarque, je crois, jusqu'alors, le principe d'amnistie était en accord avec l'idée de progrès qui habite tout le XIXe siècle, je le suggérais tout à l'heure. On était dans un régime d'historicité, pour reprendre la formule célèbre de François Hartog, enfin, qui reprend Koselleck, qui valorisait l'avenir en considérant qu'il fallait sinon faire table rase du passé, du moins faire en sorte qu'il ne gêne pas la construction de l'avenir. À la fin du siècle, cette idée est renforcée par la nécessité, on va dire, impérieuse de créer l'identité nationale dans un pays qui est traversé par des fractures très profondes. Et donc l'amnistie de l'affaire Dreyfus est l'un des tout premiers moments où des conditions sont posées à la clémence. Il faut que la vérité soit dite, que justice soit faite avant que l'oubli ne soit décrété. C'est la seule manière pour les Dreyfusards du moment et tous ceux qui seront considérés ou que l'on peut considérer comme Dreyfusards ensuite jusqu'à nos jours, en particulier au lendemain de la guerre d'Algérie, il y a un grand courant d'inspiration Dreyfusard qui se bat contre l'amnistie, j'évoque par exemple Pierre Vidal-Naquet, eh bien, il faut, ma foi, prendre garde à faire apparaître la vérité pour que de hautes balises continuent à exister sur les routes que nous suivons. C'est une formule de Bernard-Henri Lévy. Ah, c'est moins bien que Jaurès, mais bon, c'est l'idée des hautes balises, mais c'est le, comment dire, tout un courant d'opinion qui est là. Voilà. Hein? Bon, et bien sûr, dernière remarque sans doute pour baliser justement cette histoire d'un épuisement de l'amnistie, eh bien, nous vivrions donc aujourd'hui, pour suivre l'analyse de François Hartog, dans un régime présentiste, du fait des différents événements qui ont ébranlé la foi dans l'avenir, les chocs du XXe siècle, la Shoah évidemment, mais aussi la grande crise des années 80 avec la chute du communisme. Et puis Hartog explique qu'il y a eu des signes avant-coureurs au moment des années 30 avec la crise de 29 et puis la montée des inquiétudes au moment de l'installation du nazisme.
Et puis même, il explique que dès les années 20, avec la crise de l'esprit de Paul Valéry, il y avait une inquiétude qui débouchait sur une remise en cause des certitudes du XIXe siècle, dont l'amnistie est un des éléments. Donc, je me permets quelques lignes de conclusion ou quelques mots de conclusion, hein, parce que j'ai dû abuser du temps, comme d'habitude. Tout est parfait, merci. Bon, rappelez qu'il faut oublier, c'est-à-dire que la guerre civile est consubstantielle à la vie civique, mais qu'il faut prendre sur soi pour continuer à vivre ensemble, qu'il ne faut ni réclamer vengeance, ni entretenir les haines, qu'il faut faire avec les différences parfois irréductibles. Eh bien, c'est au cœur du projet d'amnistie, mais ce n'est peut-être dans ces conditions, comme le rappelle Paul Ricoeur, qu'un désarmement momentané. Elle ne saurait résoudre le conflit civique, je disais tout à l'heure, qui est consubstantiel à la vie sociale. Elle a longtemps participé, en particulier en démocratie, des rituels qui visent à donner la cohérence à la communauté civique par-delà les différences sociales, religieuses, politiques, je disais aussi tout à l'heure, idéologiques. Hein. Bon, cette proposition, qui est à la limite acceptable, parce qu'il y a des débats, hein, à l'âge positif, je disais aussi tout à l'heure, où l'on sacralise l'avenir et où on exalte la nation, évidemment, cette proposition ne l'est plus au XXe siècle, où une série de tragédies a contribué à la rendre insupportable, comme si la volonté des élites et des gouvernements qui les représentent de s'exonérer de leurs responsabilités et de leur réticence à défendre jusqu'au bout, contre leurs ennemis, les principes fondamentaux de justice et d'humanité.